Ravi de vous avoir, ravi de voir les courageux qui se sont levés un peu tôt post-soirée Rent, et ravi de lancer ce panel talk qui va durer une trentaine de minutes sur l'optimisation de parcours clients digitaux, et on va creuser sur ces sujets-là avec nos deux amis et invités du jour que je vais laisser se présenter dans une quinzaine de secondes et dont vous voyez les photos s'afficher. Et donc on est parti pour 30 minutes sur les sujets d'optimisation de parcours clients digitaux. On va commencer par un petit tour de table. Allez. Julien. Bonjour, Julien Enfin. Donc moi je suis agent immobilier depuis 15 ans et j'ai fondé la structure Groupe C2I qui est un réseau d'agences et de conseillers immobiliers indépendants et présent un petit peu partout en France. Et bonjour à tous, donc Maxime Mauger, moi je suis cofondateur d'une agence qui s'appelle Mauger Immobilier. On est sur le secteur de Lyon et sa périphérie pour faire simple. On est spécialiste de la transaction, on ne fait que de la transaction. Et on a fait le choix, parce que ça rejoint forcément la thématique de ce matin, on a fait le choix de ne pas avoir d'agence vitrée, donc tout l'enjeu du digital est très important pour nous. Donc on va avoir deux intervenants très complémentaires sur les stratégies et on espère que ce sera intéressant sur tous ces sujets d'optimisation. Pour finir le tour de table, donc Loïs Bourdic, je dirige les activités de Priceable sur la France et le Benelux. Et on est en plein justement dans les sujets de briques digitales et de solutions digitales sur les sujets de parcours client immobilier. D'où cette conversation ce matin à 3 sur le sujet. Je vais commencer directement avec un magnifique graphique pour échanger un mot avec vous sur ce qu'on entend par parcours client, ce qu'on entend par parcours client digital, ce qu'on a pu voir par le passé et ce qu'on voit se développer de plus en plus à l'heure actuelle. Là, on commence par une approche extrêmement simple qui est globalement ce que tout le monde a en tête en termes de parcours client digital très, très classique. Alors, je mets de côté volontairement toutes les méthodes d'acquisition on va dire physique, non digitale, mais sur lesquelles on va revenir juste après. Donc tous les sujets de techniques diverses et variées, de boitage, de réseautage et autres, avec un focus sur le parcours client classique. Ce qu'on voit depuis une quinzaine d'années en France, mais dans la plupart des pays sur le sujet, c'est globalement ces 4 phases que vous voyez, donc avec de l'acquisition. Le premier sujet sur le digital, ça va être de faire venir vos prospects, idéalement prospects vendeurs, sur votre site. Donc soit avec de l'acquisition payante, donc du SIA, soit de l'acquisition organique, donc du SEO, avec un positionnement web pour amener des visiteurs sur votre site. Deuxième sujet, ça va être le plus souvent de fournir une estimation sur votre site pour transformer les visiteurs en lead vendeurs, avec généralement, encore une fois, une solution d'estimation en ligne. Troisième sujet, ça va être la conversion de ces leads vendeurs, donc avec un premier rendez-vous d'estimation, un deuxième, un troisième si besoin, et tous les sujets d'estimation, dossier d'estimation, rapport d'estimation pour conseiller ces leads vendeurs et les transformer idéalement en mandat et idéalement en mandat exclusif. Et après, la partie commercialisation, donc avec l'annonce en ligne et les ventes dans la foulée. Donc ça, c'est le parcours client digital extrêmement classique qu'on voit déjà depuis une quinzaine d'années se déployer de façon plus ou moins avancée sur le marché. Donc première question à tous les deux, c'est vous, votre ressenti là-dessus, ce que vous avez pu optimiser sur ces volets-là, et ensuite je reviendrai sur la partie vraiment, quel est votre split, j'entendais pur digital d'un côté, digital et physique de l'autre, quel est votre split d'acquisition et de source business entre le physique et le digital? Nous, la façon dont on fonctionne, il y a plusieurs niveaux. Il y a effectivement sur la partie référencement payant, surtout toute boîte qui va nous accompagner même pour faire du placement de divers messages publicitaires. Alors le classique, la porte d'entrée, mais qui est toute basique, c'est l'estimation, mais qui finalement devient invisible. On faisait ça il y a 7-8 ans. C'était entre guillemets novateur. Il y avait du flux qui rentrait, c'est surtout du flux qualifié. Parce que ce qui est intéressant ici, c'est vraiment dans ces ratios, c'est la conversion. C'est de se dire à quel niveau, sur quel ratio en fait, je vais avoir le taux de perdition le plus important. Et de comprendre pourquoi. Donc nous, vraiment, on va plutôt essayer d'envoyer du message qui va être dédié, alors si on est sur vendeur, sur du conseil, quel qu'il soit, pour l'éduquer en fait à de la donnée, à de la connaissance, à des choses qui vont l'intéresser, sur comment valoriser son bien, sur comment mieux vendre son bien, toutes ces choses-là. Et puis après, petit à petit, il va rentrer effectivement de suspect en prospect froid
Là, il va y avoir d'autres séquences mail ou physiques ou téléphoniques qui vont suivre. Et puis après, l'idée, c'est de converger le plus rapidement possible sur rendez-vous physique. En fonction de ces délais de vente, sur rendez-vous physique, si on peut closer R1 et R2, on va faire du classique. Et sinon, après, on en parlera après, mais vraiment sur le nurturing, c'est de faire monter à maturité le projet du vendeur jusqu'à ce que en fait, la vente se fasse naturellement. Et l'idée, c'est de se dire, sur ce parcours-là, il peut se passer quasiment 1 an en fait, entre le premier contact et la vente. En moyenne, je crois qu'on a 10 mois, quelque chose comme ça. Donc du coup, l'idée, c'est surtout de ne pas abandonner le client, en tout cas le prospect, et c'est de le suivre par des automatisations. Parce qu'il est impossible, quasiment humainement, de le suivre à partir du moment où on a un flux estimation ou client trop important. Et après, on s'aperçoit qu'il y a une perdition qui est hyper importante, et l'idée, c'est de la chasser, cette perdition. Ça fait une transition parfaite, juste avant que Maxime nous fasse son retour là-dessus, sur... là, ce que vous voyez en rouge, c'est tous les taux de perdition, les chutes, en fait, le taux de chute, à chaque niveau qui est très important à suivre et qui peuvent varier en fonction des implémentations. Mais à chaque niveau, ce qui va être essentiel, et c'est ce sur quoi on va s'attarder aujourd'hui, c'est réussir à optimiser ces différents moments de conversion pour éviter un maximum de pertes en ligne sur, tout le long du funnel. Maxime, un petit mot sur ton ressenti là-dessus et sur le split entre digital et physique et pourquoi, en l'occurrence, avoir fait du 100% digital? Alors, on ne fait pas 100% digital. On a juste fait le choix de ne pas avoir d'agence, mais le digital, pour moi, en fait, ça permet de pallier le fait de ne pas avoir de pas de porte. Mais on passe énormément de temps, enfin, justement, dans tout notre process, on est plutôt tech, mais c'est vraiment pour faire gagner du temps, pour être là à l'essentiel, c'est-à-dire passer du temps avec les clients, que ce soit au téléphone, en physique. Et les acquisitions, on en fait quand même beaucoup, et même, je dirais même encore actuellement en majorité, sur du boitage, sur les choses plutôt classiques qu'on connaît tous. Le digital, le réel enjeu de ça, c'est que d'ici quelques années, moi je suis persuadé que on aura quand même beaucoup moins de leads qui vont venir de la manière, on va dire, traditionnelle, que ce soit le boitage, la pige et autres. Le boitage, parce qu'il y a déjà, je crois que c'est Grenoble qui est en test sur le fait qu'on ne peut plus faire de prospection au niveau des boîtes aux lettres. La pige, il y a de plus en plus de personnes en tout cas qui bloquent aussi les numéros de téléphone et on peut les comprendre. Ils se font assaillir quand même de beaucoup de sollicitations. Donc on se sert vraiment du digital pour ça, pour de l'acquisition. Là, de ce qu'on voit, on peut se rendre compte qu'en tout cas au niveau du tunnel de conversion, il y a beaucoup de rouge, c'est-à-dire qu'on en perd à chaque fois, à chaque étape. Et l'enjeu, c'est qu'on sait qu'il y a un risque à chaque étape finalement du tunnel de perdre des personnes et de se poser les bonnes questions, de se dire tiens, quel est le moyen à chaque fois d'en perdre le moins possible. Pour être vraiment concret sur le fichier, sur 100 visiteurs, alors nous, si on parle du site internet, on a entre 3000 et 4000 connexions par mois. On n'est pas très gros, ça va être bien différent de toi, Jules, mais en tout cas, sur l'estimation en ligne, on arrive à obtenir environ entre 40 et 50 estimations en ligne. Et quand on fait l'effort de savoir au niveau des personnes, à savoir si elles sont vraiment en projet ou pas, il y a 20% de ces personnes-là qui sont en projet, qui se disent vendeurs au maximum dans les 3 à 6 mois. Donc c'est à la fois peu et pas beaucoup, mais mine de rien, c'est un vivier supplémentaire que, à mon avis, chaque agence se doit d'explorer pour aller à la chasse aux leads. Merci. Alors avant de passer sur le sujet vraiment optimisation de ce parcours qui est plutôt un parcours vendeur, on a pas mal échangé lors de la préparation sur un sujet qui est essentiel et qui devient de plus en plus important, c'est le côté acheteur et l'expérience client, prospect que vous avez côté acheteur. Est-ce que l'un ou l'autre, vous pouvez en dire un mot? Je crois qu'on est d'accord sur le fait qu'on a mal, je dis l'ensemble de la profession, je me mets dedans, on a mal considéré les acheteurs pendant pas mal de temps, donc on ne faisait pas assez bien, ça c'est sûr et certain. La conjoncture fait qu'il faut qu'on prenne en considération de plus en plus l'acheteur, alors que ce soit parce que ça fait partie de notre métier quoi qu'il en soit, mais en plus de ça, il va falloir les bichonner puisqu'on va être très très content dans les mois qui viennent quand on va avoir des acheteurs qui sont solvables et qui vont acheter au prix, donc il faut les bichonner. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, nous, ce qu'on a décidé de faire, depuis déjà pas mal de temps, c'est de considérer bien évidemment leurs requêtes, leurs recherches. Ils attendent quoi? Ils attendent beaucoup d'écoute. Donc c'est pour ça que, encore une fois, je ne me mets pas que dans le côté digital, mais énormément d'écoute, de savoir ce qu'ils viennent chercher chez nous.
Et une fois qu'on a vraiment en tête leur projet, au moins le minimum pour nous en tout cas, c'est quand même de leur envoyer, notamment nous on a choisi le biais des SMS, et je crois qu'on parlera de la diffusion ensuite, mais par le biais des SMS, on leur envoie finalement les nouveautés en avant-première qui correspondent à leurs critères. Et au moins ça permet de considérer la personne au mieux en tout cas au niveau des acheteurs. Et bien sûr les acheteurs pour moitié seront futurs vendeurs. On a la moitié ce sont des primo-accédants ou des investisseurs mais qui n'ont pas de bien à vendre. Et pour l'autre moitié en tout cas des personnes qui souhaitent vendre. Donc tout l'enjeu est de les considérer au mieux pour qu'ensuite on ait de la recommandation. Et même s'ils ne trouvent pas avec nous, si on fait la différence par rapport aux petits copains, ils vont se dire, tu vois, avec cette agence-là, en tout cas, ils m'ont recontacté et c'était plutôt fluide dans ma démarche. Voilà pour ce qui est des acquéreurs, en tout cas. Et simplement, en fait, deux choses pour revenir sur la chose précédente. En fait, l'idée, c'est pas d'opposer le digital et physique, parce que nous, on travaille le classique que tout le monde connaît, le digital. Tous nos supports papier aujourd'hui vont être... il y a de la démat avec du QR code qui permet d'accéder à de la ressource qui va être évolutive, et ça c'est intéressant. Donc du coup en fait le parcours qui soit physique ou digital au départ, finalement la personne va se retrouver dans une expérience client qui sera identique. Et sur la partie acheteur, quand on regarde ces ratios là, on sait par la mathématique très facile, surtout sur les 3 dernières années, on met une annonce, on avait en moyenne 22-23 contacts, et on sait qu'au mieux l'annonce on la sort, un vendeur on a sorti, tout va bien, un ratio. Mais quand on a eu 26 contacts, qu'on n'a fait qu'une vente, en fait, on va avoir 25 acheteurs qui vont être mécontents. Et l'acheteur, quand il nous contacte, c'est pas juste pour acheter le bien. Parce qu'on sait que 9 fois sur 10, le bien pour lequel il nous contacte, on ne lui vendra pas. Donc l'idée, c'est vraiment faire preuve de pédagogie. Et nous, dans ces séquences de suivi, qui sont automatisées, qui sont aussi physiques, bien entendu, c'est la pédagogie. Et c'est de lui expliquer pourquoi vous l'achetez ici, qu'est-ce que nous, on peut vous apporter, qu'est-ce que vous attendez d'un agent immobilier. Et nous, notre rôle, c'est de faire une réelle découverte acheteur. On sait pertinemment qu'on met un bien, c'est étendu, avec 15 demandes dans la journée. Ouais, mais si on fait bien le taf, les amis, 15 fois 15, c'est le temps qu'il faut accorder en découverte acheteur à tout le monde. Parce que l'acheteur d'aujourd'hui, les vendeurs d'aujourd'hui à grosso modo 25%, et de toute façon, ils sont vendeurs de demain à 100%. Et c'est vrai qu'on les a tous, faute de temps, bâclés, c'est clairement le mot. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est une erreur, parce que stratégiquement pour nos business, ça va devenir, l'acheteur va être la pierre angulaire du truc. Mais en dehors de ça, il faut considérer que ces personnes-là, dans notre rôle d'agent immobilier, on doit faire le même boulot pour les vendeurs. Je suis 100% d'accord. Il y a un mot que j'avais oublié, effectivement, c'est la pédagogie, qu'on essaie de ne pas oublier, en tout cas au quotidien. Mais c'est vrai, on est vraiment là pour ça. Et soyons clairs, on a vraiment tous une carte à jouer sur les mois à venir, puisque le marché va se tendre. On a, je pense d'ailleurs, de plus en plus de personnes qui vont tenter de vendre par elles-mêmes, qui vont se casser les dents, qui vont faire appel ensuite à un professionnel. Et tout notre travail est de justement les déstresser au niveau de ça et d'apporter un maximum de pédagogie. Ouais. Merci beaucoup. Donc ça fait une transition parfaite sur le gros sujet qui est au-delà de ce parcours client classique, qui est comment on va ressusciter tous ces leads perdus, que ce soit côté acheteur ou que ce soit côté vendeur, comment ressusciter tous ces leads perdus. Et ça fait une transition parfaite sur les sujets de nurturing qui commencent à prendre pas mal d'importance. On voit de plus en plus d'acteurs de l'immobilier qui en font, côté agent, mais également sur d'autres segments. Alors pour en dire un peu plus sur le nurturing, pour ceux qui ne sont pas familiers avec, le nurturing c'est une stratégie marketing qui est très connue en termes marketing et qui commence donc à se déployer sur l'immobilier, qui consiste, en très résumé, à envoyer les bonnes cartes postales au bon moment à tous les prospects qui sont froids, tièdes ou dans tous les cas pas suffisamment qualifiés pour les faire monter sur les étapes suivantes. Donc c'est toute une stratégie de notification, d'update et d'envoi de contenu et de cartes postales le plus intéressante possible, le plus pertinente possible au bon moment pour les faire maturer dans ce funnel. L'idée, c'est d'avoir, et c'est là-dessus qu'on va creuser avec tous les deux, c'est d'avoir les bons éléments de langage, que ce soit des éléments de langage marketing, que ce soit des éléments de langage marché, que ce soit des éléments de langage spécifiquement sur le bien, pour ressusciter en quelque sorte, c'est-à-dire redémarrer la conversation ou continuer la conversation, la prolonger le plus longtemps possible, sur des leads super froids, c'est-à-dire la deuxième colonne que vous voyez sur les leads vendeurs qu'on aurait perdus, au niveau des prises de mandats ratées ou des mandats non exclusifs qu'on a également ratés in fine, ou même des ventes qu'on a faites il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui potentiellement peuvent se transformer en nouveaux leads vendeurs avec une remise sur le marché. Donc là tout le sujet,
Et donc Priceable, on développe ce type de solution. Ça va être au-delà de l'acquisition froide en SEO, en SIA de leads, vraiment complètement froid, où globalement on va payer Google, on va payer Facebook pour avoir du lead froid. C'est comment on va travailler cette base client, cette base lead, cette base prospect avec les bonnes informations. Donc ça peut être de l'information marketing, ça peut être également de l'information ultra ciblée sur le bien. Quelle est l'évolution du prix de votre bien sur les 3, 4, 5 derniers mois? Est-ce que vous savez que votre voisin, votre voisine a vendu à 4 000 € du mètre il y a 3 mois, 4 mois, 5 mois? Est-ce que vous savez que, alors je ne vais pas citer de promoteur, mais tel promoteur a lancé un permis de construire à 300 mètres de chez vous? Est-ce que ça va influer sur votre projet immobilier de vente ou d'acquisition dans les mois à venir? Et donc tout le sujet du nurturing, ça va être d'envoyer les bons messages ultra personnalisés sur le bien, sur l'adresse de vos leads et de vos prospects pour les faire monter en maturité le plus possible. Donc ça, c'est toutes les stratégies qui commencent à être mises en œuvre, soit au sein des espaces clients, donc vous avez votre espace client, certains ont déjà leur espace client, et vous pouvez faire de la notification et du push directement là-dedans, soit avec du push email, soit avec du SMS, soit avec tous les canaux de communication, même du courrier, avec vraiment des alertes ultra qualifiées, non pas sur l'état du marché en général, mais vraiment sur du ultra focus. Votre bien a pris tant, votre bien va être touché par telle évolution de marché. Donc là-dessus, tous les deux, je sais que vous êtes en train d'implémenter, ou vous avez déjà en grande partie implémenté ces solutions de nurturing. Est-ce que, pareil, Maxime, Julien, vous pouvez nous dire un mot sur ce que vous avez en tête, votre vision de ces stratégies de nurturing, et ce que vous avez en tête et comme roadmap sur le sujet qui va vous permettre justement de basculer sur un parcours client un peu plus abouti, en évitant de l'acquisition froide, mais en travaillant sur votre mine d'or de leads et de prospects froid ou tiède. Ouais, je vais commencer parce que tu es sur un point plus avancé que moi à ce sujet-là, et moi je n'ai pas encore énormément de recul. Une chose est sûre par contre, c'est qu'on tente des choses, et je pense que d'ailleurs un des points importants à retenir, c'est qu'il ne faut pas hésiter à tenter des choses, de voir un petit peu ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et puis ensuite d'avoir des modes un petit peu différents. Se pose la question, là, quand on parle de nurturing, de finalement par quel biais on s'adresse aux personnes et quel contenu on leur envoie. Ça, c'est deux enjeux qui sont majeurs, et on peut jouer dessus finalement pour faire du A/B testing et puis de voir un petit peu ce qui fonctionne. On a la chance aujourd'hui d'avoir des outils d'automatisation, on en parlera après, CRM, mais en tout cas sinon des outils no-code qui nous permettent d'automatiser ça et qui permettent justement d'avoir des retours à savoir si c'est payant ou pas. Donc nous, on va tester, on teste déjà plusieurs cas de figure, que ce soit au niveau du contenu, que ce soit la newsletter, que ce soit des vidéos, les nouveautés. Bon, rien de mirobolant. La vie de l'agence aussi, ça intéresse quand même pas mal de personnes, le fait d'humaniser notre profession et de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans notre quotidien. Ça, c'est des sujets en tout cas qui plaisent. Et par quel mode? On peut avoir du SMS, on peut avoir du mail, on peut avoir de la carte postale. Il y a même des outils de carte postale automatisés qui existent. Il y en a plusieurs et qui sont aussi pertinents et qui peuvent être pertinents. Le tout en tout cas, c'est de garder le lien avec ces personnes-là, de faire sans doute la différence aussi avec d'autres confrères, et puis que les personnes se disent tiens, c'est pas forcément une agence comme une autre, ou en tout cas elle me tient au courant. Et au niveau du contenu, c'est vrai qu'on va se servir notamment des données de Priceable au niveau des évolutions de prix du marché, et aussi au niveau des projets éventuels qui se trouvent à proximité des personnes qui nous ont fait des estimations, qui peuvent être des éléments déterminants et importants pour savoir s'ils déclenchent ou pas la vente en tout cas. Nous, sur cette partie, donc l'idée de la nurturing, on a dit on fait monter à maturité, on va accompagner en fait la montée à maturité du projet du client. Et le truc qui est hyper simple, c'est de se dire quel message, quelle information il a besoin à quel moment. Et effectivement, donc nous, tout l'intérêt, tout le challenge, c'est de savoir quelle est vraiment la deadline de son projet. Soit déclaré, ou soit on a pu avoir un échange. Et par rapport à ça, on va lui mettre de l'information, qui va être de l'information marché, sur le prix, mais aussi sur comment mettre en avant son bien, toutes ces choses-là. Nous, on a plusieurs parcours. On a des parcours pige, en pige pro, en chasse, en pige classique. On va amener vraiment du contenu. Sur la partie pige pro, quand on est en chasse, on va vraiment amener du contenu sur
l'idée c'est que le vendeur se fasse un constat lui-même de ce qui se passe sur son bien. On lui amène de l'information, on lui amène de l'information. Est-ce que le confrère qui s'en occupe aujourd'hui lui a amené cette information, oui ou non? Et est-ce que peut-être il n'a pas intérêt à nous rencontrer, non pas pour signer un mandat, mais juste qu'on continue à l'amener de l'information. Et en fait, le fait d'avoir créé des relations de 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou des fois 2 semaines, avec de l'info et du contenu intéressant, quand on va se présenter chez un client, il y a déjà un espèce de lien de confiance qui s'est créé. En tout cas, il y a un lien de réassurance certain qui existe, parce qu'il y a eu du contenu, et on n'arrive pas en disant on est l'agence XYZ avec une carte avec 200 logos différents. Il y a déjà eu de la donnée, on l'a déjà expliqué comme tu disais qu'il y a eu le mois dernier dans le quartier 17 ventes, que le prix a évolué de X euros, qu'il y a un nouveau projet qui peut potentiellement va lui donner de la valeur, toutes ces choses-là. Et l'objectif aussi dans ces automatisations-là, quand elles le sont, c'est de proposer via du calendrier, du Calendly ou autre, des rendez-vous où le client lui-même va pouvoir nous contacter, fixer un rendez-vous à n'importe quel moment. Et c'est lui qui vient à nous et dans le process, après c'est hyper facile. Parce qu'en fait c'est lui qui en demande et du coup il n'y a franchement aucune lutte commerciale en quelque sorte. Merci beaucoup. Alors on va faire une bonne transition aussi sur la partie métrique et sur la partie CRM. Parce que depuis le début, je crois que c'est toi Julien qui a évoqué ce sujet-là. Ce qui est essentiel, c'est mesurer, mesurer, mesurer et comprendre, en fait, se positionner, savoir où est-ce que je suis bon et où est-ce que j'ai vraiment du taux de chute à optimiser. Est-ce que c'est côté trafic où en fait mon SEO, mon SIA est vraiment mauvais, en fait j'ai pas de trafic. Est-ce que c'est au moment de la conversion et de l'estimation? Est-ce que c'est au moment de la conversion en mandat? Est-ce que mon R1, mon R2, mon R3 sont pas suffisamment qualitatifs en termes d'expérience? Donc tout ce sujet, ça va être de mesurer. Donc nous, on commence avec certains de nos partenaires à instrumenter un peu ces funnels, comprendre les taux de conversion, quelles sont les métriques standards dans la profession, est-ce qu'on performe bien par rapport aux petits confrères sur le premier taux de conversion, web to lead, lead à mandat, etc. Donc là, on va commencer à faire des choses intéressantes sur justement ces sujets d'optimisation des différentes étapes. Et le sujet clé, on en a aussi pas mal parlé pendant la préparation, c'est il y a un peu un elephant in the room duquel on n'a pas parlé, c'est le CRM. Qu'est-ce qu'on met comme support, comme soutien, comme facilitateur? Qu'est-ce qu'on met comme brique de base sous tout ce système de nurturing, d'acquisition et de funnel en termes de CRM? Et est-ce qu'on a le CRM qui fait tout, le CRM qui répond à toutes ces problématiques et qui permet d'optimiser tout ça? Donc je pense qu'il y a pas mal de personnes intéressées sur ce sujet-là. Donc je pense que c'est intéressant d'avoir vos retours d'expérience là-dessus. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? Alors je vous rassure tout de suite, si on a des confrères CRM dans la place, on n'a pas encore le CRM magique qui répond à toutes ces questions, et ça dépend surtout du contexte, de la maturité et de ce qu'on veut faire. Donc, si vous pouvez en dire un mot sur ces métriques de conversion et sur vos choix en termes de CRM et en termes d'automatisation, je pense que certains dans la salle seront intéressés par vos retours d'expérience. Ouais. C'est bon? Alors pour ce qui est du CRM, nous on teste un nouveau CRM là, depuis peu de temps finalement, parce qu'on n'avait pas de CRM à l'origine. Moi j'aime bien mettre les mains dans le cambouis. On a quand même, encore une fois, avec le no-code, possibilité de faire des choses qui sont plutôt intéressantes. On se fait accompagner notamment par un partenaire Unicorn, pour ne pas le nommer, qui est ici présent, Igal, c'était pas prévu que je te cite, en tout cas qui nous aide aussi dans l'automatisation des tâches. Je te rejoins à 100%, il n'y a pas de CRM, en tout cas, on va dire optimum pour l'instant, il n'y a pas de CRM miracle comme il n'y a pas de méthode miracle. En tout cas, ça nous aidera à automatiser des tâches. L'automatisation, c'est vraiment pas de la perte, on va dire, c'est pas de la perte humaine pour moi. La donnée, elle nous aide simplement à pas louper, que ce soit un anniversaire à venir ou autre. Ça nous aide plus à faire plus de tâches, on va dire rapidement et sans perdre de temps, on va dire à ce niveau-là, pour passer encore une fois plus de temps pour vraiment qualifier ensuite et passer du temps avec nos clients. Donc, tu veux qu'on nomme les CRM? Comme vous voulez. Moi, il n'y a pas de problème. Nous, on teste ActiveCampaign, qui est plutôt simple. Enfin, de premier abord, il n'est pas spécifiquement simple, mais après, il permet quand même de faire pas mal de choses. Et après, comme tu disais, ça dépend aussi du niveau de maturité de la boîte. Nous,
On est une agence à taille moyenne, on va dire, donc on n'a sans doute pas les mêmes besoins que Julien avec C2I, mais ça nous va bien en tout cas pour l'instant, et je pense que ça va porter ses fruits dans les mois à venir en tout cas. Et toi, Julien, de ton côté, je crois que tu es parti pour le coup sur la grosse machinerie CRM historique pour des raisons justement de scalabilité, de robustesse et autres. Nous, en fait, la structure, elle est passée de 3 collaborateurs, de 3 conseillers à 250 conseillers en 3 ans. Donc la base du CRM, c'est quelle utilité et surtout quels moyens on va mettre dans le CRM et quelle est la place du CRM dans notre stratégie. Aujourd'hui, nous, on a travaillé effectivement, comme on dit, tout ce qui se mesure se gère. Donc depuis toujours, on a commencé très facile, du fichier Excel qui permet de voir les différents ratios, croiser des données globales, des données minimales, voilà, pour même coacher nos conseillers, tout ça. Ça, c'est bien beau, mais à un moment donné, ça ne fait plus le boulot. On a toujours Mailchimp pour la partie automatisation. On passe par Zapier et en fait, c'est un gros sac de nœuds. Aujourd'hui, moi, la vision, c'est de converger à 500 conseillers et 30 agences. Pour ça, il nous fallait un outil très costaud. Avec Guillaume, mon associé qui est ici, on a fait un audit de différentes structures et on s'est dit que pour cette partie-là, on allait bosser avec Salesforce qui nous permet en fait d'avoir un outil dans lequel on va pouvoir suivre nos automatisations, les dashboards de tous nos conseillers, de pouvoir aussi mettre du RH avec la partie métier. C'est un très gros investissement, c'est du temps, c'est structurel. Et autour de ça, on va pouvoir vraiment créer nous un écosystème qui est propre à nous à 100%. Parce qu'aujourd'hui, les logiciels métiers classiques qu'on connaît en transaction, quels qu'ils soient, ont tous des avantages et des inconvénients. On en a eu plusieurs et on n'a aucun outil aujourd'hui qui nous satisfait pleinement. Surtout quand on va avoir une boîte où l'outil est aussi un avantage concurrentiel. Créer un outil aujourd'hui, c'est clairement, même si on a tous fantasmé de l'outil qu'on a dessiné, c'est beaucoup trop cher. Et c'est pas notre cœur de métier. Et on a des idées, on les met en place, il faudrait 2-3 ans avant que ça sorte, ce serait déjà obsolète. Donc l'idée c'était de se dire on se dirige vers quelque chose et on va l'agrémenter. Et c'est vraiment après une machine de guerre qui doit... Moi je dis c'est vraiment l'ABS. J'ai une perdition sur ma voiture, ça me recalibre sur la route. Et c'est hyper important. Et le CRM a vraiment pour nous la place centrale dans l'entreprise avec la formation, l'accompagnement, le coaching et le CRM pour la qualité de vie de nos conseillers, mais surtout pour l'expérience client des acheteurs, des vendeurs, des bailleurs, des locataires. Et pour ce qui est donc des tailles plus modestes, donc nous pour vous situer, on fait un peu plus de 200 transactions par an, on est 11 et dont 3 personnes en back-office. Et jusqu'à encore maintenant, on n'avait pas forcément de CRM et l'outil Zapier est juste dingue. Quand tu as un aspect tech et que tu veux mettre un petit peu les mains dans le cambouis, ça reste quand même très très simple et ça permet quand même d'automatiser énormément de choses. C'est hyper fiable et pour le coup, je pense que ça peut être un palliatif avant de se lancer dans un CRM pour les structures qui sont un peu plus modestes en tout cas. C'est pour ça que je voulais vous demander de dire un mot sur parce que c'est 2 exemples typiques de maturité différente et de besoins en fait différents. Et encore une fois, il n'y a pas un CRM, une stack technique, une stack marketing qui fait le boulot à tous les moments sur toutes les populations de collaborateurs. Et donc c'est vraiment un des sujets clés sur lesquels il faut se poser pour trouver le bon outil ou les bons outils qui vont permettre de supporter et d'équiper tous les collaborateurs et d'optimiser justement tous ces métriques dont on a parlé. Je vois que l'heure tourne, c'est fini, donc je vous invite, si vous avez des questions, on peut en discuter juste après. Je vous invite, donc on a un e-book dédié, j'en profite pour faire un peu de retape sur le sujet. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté de participer. Petit mot de la fin. Merci à toi. Bah ouais, merci de l'invite en tout cas. C'était un mot court. Et si vous voulez échanger, on est ici donc avec plaisir sur, individuel sur nos expériences de chacun, avec grand plaisir. Avec grand plaisir, oui. Et je coupe avant de me faire couper. Merci à toutes et à tous et très bonne journée, très bon salon.